À l'entrée de la mosquée où sera exposée samedi la dépouille de l'ayatollah Ali Khamenei, ouvriers, secouristes et bénévoles s'affairent aux derniers préparatifs. Les autorités iraniennes attendent plusieurs millions de participants rien qu'à Téhéran pour l'hommage national de 3 jours à l'ancien guide suprême qui commence dans tout le pays samedi. Les rues de la capitale et de nombreuses villes du pays sont couvertes de portraits ou de drapeaux noirs en signe de deuil et rouges, symbole de la vengeance. Ce n'est qu'en vengeant son sang, en exigeant justice pour lui et en veillant à ce que le sang de notre guide ne reste pas sans réponse que toute la tristesse du peuple sera atténuée. La dépouille d'Ali Khamenei est déjà arrivée dans ce vaste complexe religieux de la capitale qui restera ouvert jour et nuit jusqu'à lundi. Un cortège transportant le cercueil défilera ensuite dans les rues de Téhéran avant de gagner mardi la ville sainte de Qom. L'ancien ayatollah a été tué il y a 4 mois dans une frappe israélo-américaine au début de la guerre de 40 jours entre les États-Unis et Israël et l'Iran. On n'aurait jamais imaginé assister un jour à une telle cérémonie. On a toujours souhaité être de ceux qui sacrifieraient leur vie pour le guide suprême. Mais finalement, c'est lui qui s'est sacrifié pour l'Iran. Ces obsèques nationales, initialement prévues en mars, ont été reportées en raison de la guerre. Elles se veulent une démonstration de force du régime de Téhéran. Des dirigeants et responsables d'une trentaine de pays sont attendus, dont la Russie, le Pakistan et la Chine. Voilà pour les faits. Place à l'analyse maintenant avec vous, Gauthier Rebinski. Les funérailles de l'ancien guide suprême débutent aujourd'hui. Elles vont s'étendre sur plusieurs jours. Une question qui revient, c'est celle de l'apparition publique de Mojtaba Khamenei, fils de l'ancien guide suprême, qui lui a succédé. Beaucoup de questions autour de son état de santé, puisque justement, on ne l'a jamais vu apparaître publiquement. Ça amène à la question suivante. Qui, aujourd'hui, tient les rênes de la République islamique d'Iran ? Oui, parce que autant le régime dans sa nature n'a pas changé, autant ceux qui en détiennent les rênes, oui. Et vous vous souvenez qu'il y a dans le régime iranien, on en avait parlé, je crois, ensemble au moment de l'élection de Raïssi. On disait qu'il y avait au fond une double nomenclature. Il y a celle que l'on voit qui est au pouvoir, et une autre, ce que les Anglais appelleraient un shadow cabinet, oui, et qui consiste à doubler chaque poste et chaque personnalité pour que dans le cas où une est empêchée, ou même plusieurs, à ce moment-là, il n'y ait pas de vacance du pouvoir. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que les gardiens de la Révolution, qui sont très puissants, ont réussi à capter finalement ce pouvoir qui était à prendre, au détriment de d'autres qui ont été plus, on va dire, peut-être pas dans le civil, mais qui appartenaient à une version moins militarisée que les gardiens de la Révolution. Sauf que les gardiens de la Révolution, qui quadrillent la société, ont d'abord un aspect, on va dire, théocratique plus prononcé que d'autres, mais c'est surtout qu'ils perçoivent, ils détournent un certain nombre de fonds qui sont précisément dédiés à la population ou à l'amélioration des infrastructures, et qu'ils ont profité de ce moment de légères, pas de grandes vacances, pardon, mais de légères vacances pour se hisser à l'échelon le plus grand. Et donc, si vous voulez, quand quelqu'un, par exemple l'administration américaine qui dit le pouvoir a changé, non, le pouvoir n'a pas changé. Souvenez-vous aussi de ce qu'avait dit de l'administration américaine quand les talibans, avant que les talibans ne reprennent le pouvoir à Kaboul, ils avaient dit nous avons trouvé des bons talibans. Eh bien non, les bons talibans n'ont pas existé et on voit ce qu'ils ont fait depuis. Donc là, c'est une vision de l'esprit de dire qu'il y a eu une révolution de palais. C'est possible en termes justement de captation des richesses, mais sur le fondement même de la République islamique, rien n'a changé. Il y a ces hommages qui se poursuivent. On aperçoit notamment le président Pezeshkian qui se recueille avec des éléments du corps des gardiens de la Révolution, tous ces officiels. On se pose aussi la question de savoir comment est-ce que cette séquence va se poursuivre jusqu'à la fin. Cet hommage commence aujourd'hui. L'ancien guide suprême sera enterré à Mashhad lundi prochain. Comment est-ce que les Américains et les Israéliens regardent cette séquence, je disais, hommage qui intervient dans un contexte de fragile cessez-le-feu? Est-ce qu'ils laisseront cette cérémonie se dérouler jusqu'à son dernier moment, lundi prochain? Alors, en tout cas, les Américains font des pieds et des mains pour convaincre les Israéliens de ne rien tenter pendant cette période-là. Les Israéliens, il y a deux choses pour eux. Il y a le fait que depuis longtemps, ils réclament un changement de régime à Téhéran, mais qu'au fond, ils n'en ont pas les moyens, en dehors de bombardements. Et on voit très bien que des bombardements, ça ne suffit pas à changer un régime. Il y a une concentration de personnalité de ce système, de ce pouvoir, qui s'expose aussi. Le chef du corps des gardiens de la Révolution, très discret depuis plusieurs mois,
est apparu aujourd'hui publiquement. Est-ce que ça fait de ces hommes-là aussi des cibles potentielles? Normalement, oui. Normalement, oui. Je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait pas la crainte, justement, chez Israël, d'être quand même, non pas lâché par les États-Unis, mais sérieusement distancé. Parce que, pour le reste, les États-Unis, qui d'ailleurs, on le voit à cette occasion, n'ont rien à faire au fond d'un changement de régime. Bien que vous vous souvenez, Donald Trump avait dit aux opposants iraniens « Tenez bon, on arrive ». Ceux qui ont entendu ça ont été payés d'une promesse qui n'a pas été tenue. Est-ce que là, ça veut dire que ça peut être pour Israël seul une occasion de bombarder? Je ne crois pas que ça ira jusque-là. Je ne crois pas que ça ira jusque-là. Certains dans la coalition gouvernementale, comme l'extrême droite, etc., le souhaiteront. Mais d'abord, il faut savoir aussi que pour mener des opérations de ce type-là, tout simplement sur un plan pratique et militaire, Israël a besoin des États-Unis. Et quant aux États-Unis, l'idée qu'il y ait un accord, même bancal, même fragile, eh bien ça correspond non seulement à ce que veut l'administration, mais surtout à ce que veut Donald Trump. N'oublions jamais, vous savez que c'est un détail presque risible, mais qui malheureusement est intégré dans cette affaire, dans cette problématique, c'est que Donald Trump, sur chacune de ses notes, mentionne toujours le prix Nobel de la paix auquel il veut accéder. C'est une lubie presque infantile, mais tout ce qui pourra, de son point de vue, l'aider à conquérir ce titre, eh bien au fond, il le fera. Et d'un mot, le président américain, justement, qui est en pleine célébration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, si je vous suis bien, n'a pas intérêt non plus à ce que cette séquence vienne être perturbée, parce que par ricochet, ça viendrait aussi contrarier ses célébrations à lui? Tout à fait, d'une part, et puis parce que aussi, il estime, et il le dit régulièrement, il estime que il a trouvé des partenaires fiables, alors que 48 heures avant, il avait dit décidément, on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Donc quand il dit j'ai trouvé des partenaires fiables, il ne faut pas non plus que ces partenaires soient démentis par la réalité dans les heures ou les jours qui viennent. Et dans ce processus toujours en cours autour de ce fragile cessez-le-feu. Merci beaucoup Gauthier, merci pour cette analyse.